Salut à tous, un épisode spécial, que dis-je? Historique. Un épisode historique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons confronter des visions opposées sur l'entrepreneuriat et la diversification. Monsieur ici est dans de multiples industries. Poulet au immobilier, au Voiture, formation, voilà. Marketing, Voilà, tout. Alors que moi, je suis convaincu qu'on ne peut faire les choses bien, il faut les faire que d'une manière. Et une chose à la fois. Et moi, en bon Suisse, je vais écouter mes collègues et puis voilà, je suis modéré sur la question. Et on va rentrer dans le détail des différentes étapes. Donc installez-vous, parce que ça va prendre un peu de temps, et puis on démarre. C'est parti. Ok, salut à tous, bienvenue dans l'épisode je ne sais pas combien, il y en a tellement. Là, monsieur, on approche, on est seulement à l'épisode 6. L'épisode prochain sera enfin là où on passe les 50% des podcasts existants. Tu connais cette stat? Non, mais je l'ai entendu avec vous. Ouais. D'où l'objectif des 100 podcasts. Toi-même, tu sais. Non, mais c'est incroyable. Merci, monsieur. Donc, comme vous savez, shalom, salam, salut. Voilà, salut à tous. On a un invité très spécial. Peace. Hey! Monsieur Philippe Simo, Yeah! qu'on espère être un invité récurrent. On sait qu'il est très pris. Mais il vit maintenant à Abidjan, Yes. comme ceux qui le suivent le savent. Il a emmené famille, donc femmes, enfants. Tout se passe bien l'installation? Ça va. Ouais. Abidjan te plaît? Comme Oui, ça se passe bien. Ok, donc pour les 4% des gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Présente-toi. Oui, bien sûr. Je m'appelle Philippe Simo, je suis entrepreneur dans la diaspora, en France principalement, mais aussi en Afrique, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, dans plusieurs secteurs. Parmi lesquels la formation, notamment en France, on fait beaucoup de formation. Au Cameroun, on fait de l'agriculture, mais aujourd'hui, on a élargi la chaîne avec la restauration, puisqu'on transforme nous-mêmes nos produits, on les distribue au travers de la restauration, mais on distribue aussi aux hôtels, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs formes pour écouler la marchandise. Et puis, ici, en Côte d'Ivoire, dans l'automobile, donc rien à voir. Mais ce qui est commun aux deux pays, c'est quand même toujours de l'immobilier. C'est-à-dire, je fais de l'immobilier un peu partout où je vais en Afrique. Et voilà. Ok, donc après la présentation. L'entrepreneur avec un E. Humble. Un grand E, un grand Là, E. il fait nous une présentation maintenant hypée de Philippe. Ben écoute, moi, comme on dit, une présentation hypée de Philippe, c'est-à-dire, je pense que peu de gens savent que genre, Philippe n'est pas seulement entrepreneur, il est en plus genre notre prophète. Genre, je pense que il a réussi à rendre l'entrepreneuriat non seulement sexy mais concret. Comme tu as dit, tu sais, avant là, moi je me souviens la première fois on m'a parlé de toi, je t'ai dit, mon beau-frère qui vient me dire, parce que je lui disais, franchement vous passez trop de temps à consommer du contenu au lieu de faire des choses. Ouais. Donc je me moquais de lui, je dis, vous êtes sur YouTube, vous êtes dans les trucs. Il me dit, non mais il y en a un qui est comme toi. Je dis, non, comme moi, comment ça, attends. Il me dit, Philippe Simo. Je dis, ce gars-là, est-ce qu'il gagne de l'argent même? Genre, parce que moi je ne comprenais pas. Ça c'est toujours la première question, je pense. Exactement. chaque fois que j'ai pu parler de toi, je dis, les gars qui parlent, mais qui... Exactement. Les coachs en développement personnel, je dis, est-ce que lui-même il est développé? C'est ça qu'on veut savoir. Le développement personnel cadeau, là, est-ce qu'il est développé? Et il me dit, non, mais Moulay, regarde, il fait. Et donc, c'était à l'époque, je crois que tu faisais que les fermes. C'était il y a longtemps. Ouais. C'était beaucoup les fermes, l'agriculture. Ouais. Et il me montre, je regarde le site, je regarde, je fais, non, ça a l'air d'aller. Il me dit, pourquoi? Je dis, non, parce que il n'est pas en train de vous vendre de la cam, il est concret. Le gars est dans la ferme. Genre, il n'est pas en train de vous dire, il faut faire juste ça, et puis c'est facile. Je dis, un gars qui va dans la ferme, je dis, en plus de ce que je comprends, c'est pas son métier. Il me dit, non, à la base, j'étais comme toi, dans les achats. Je dis, non, ben. Je dis, non, si c'est ça, quel que soit ce qu'il raconte, s'il va sur le terrain, moi, j'ai rien à dire. Et après, toi, du coup, quelle est ton expérience de notre prophète ici présent? Mais non, je pense qu'il n'aime pas le terme, prophète. Et puis, je pense pas que le but, c'est de rendre l'entrepreneuriat sexy. C'est au contraire, je pense que Philippe, son idée, c'est de montrer un maximum de réalités. Réellement. Bon, qui sont les siennes, puis aussi celles des personnes qui l'invitent. Ouais. Maintenant, ça crée beaucoup de débats, donc c'est ce qui est intéressant. Et je pense qu'il y a eu un shift, effectivement, quand tu as commencé à, je crois que c'est pendant Covid, paradoxalement, où tu étais plus dans des vidéos, puisqu'on ne l'a même pas dit, tu es le propriétaire de la chaîne Investir au Pays. Ouais. Investir au pays, important. Il y a quelques fans, quelques abonnés. Accessoirement. Quelques abonnés. Avec beaucoup de zéros. Et en fait, à partir d'un moment, tu as embarqué vraiment les gens au cœur
de tes business, donc dans les fermes, dans les immobiliers, sur les terrains, montrer quand tu as un problème avec un partenaire, un fournisseur. Et j'ai l'impression que ça a vraiment fait un shift dans ta chaîne qui était déjà très suivie puisque tu faisais beaucoup d'interviews. Mais est-ce que tu l'as ressenti aussi comme ça? Oui. Alors moi j'aime souvent faire une différence entre le moment où j'ai cessé d'avoir des abonnés pour avoir une communauté. Pas la même chose. Et on a YouTube, et le but de YouTube, parce que je parle beaucoup de YouTube alors que les gens disent des réseaux, mais YouTube, voilà, donnons à César ce qu'il y a à César, c'est la plateforme reine. Donc YouTube insiste beaucoup sur le fait que les créateurs de contenu doivent créer des communautés. Et je me suis rendu compte que jusque-là, je n'avais que des abonnés. C'est-à-dire des gens qui regardaient mes vidéos, mais en fait qui n'interagissaient pas vraiment entre eux. Et quand j'ai commencé à montrer des choses que je faisais en Afrique et à faire de plus en plus d'émissions en direct, je me suis rendu compte qu'il s'est créé un lien fort, non pas seulement entre les abonnés et moi, mais entre les abonnés eux-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne s'en rendent même pas compte, mais il y a des gens qui se sont mariés en s'étant rencontrés. Philippe, oh là là. Quand je dis prophète, tu m'écoutes pas. Un gourou, je t'ai dit un gourou. Il va sortir une appli de dating. Quelqu'un qui attend ça. C'est ça. Mais non, en fait, il s'est créé au-delà de ce genre de belles histoires isolées, mais il s'est vraiment créé une vraie communauté qui fait que, justement, les gens ont commencé à vraiment interagir entre eux, de telle sorte qu'ils se donnaient même rendez-vous au prochain live. Il y a des gens qui interagissent depuis des années ensemble et qui ne se sont jamais vus, mais qui se connaissent sur la plateforme, qui reprennent des discussions. Parce que ce qui est drôle, c'est que quand je fais un live où je parle de quelque chose, quand tu lis les commentaires, tu vois que certains se parlent d'autres choses. Tu vois que c'est leur lieu de rencontre, en fait, là, tu vois. Et créer ça, c'est génial. C'est-à-dire, les gens ne viennent plus juste pour toi, ils viennent parce qu'il y a tel qui va venir, tel qui va intervenir, tel qui va venir en direct pour parler, ainsi de suite. Et ça a créé un vrai shift en termes de... Ce n'est plus, justement, en termes de taux d'engagement. Parce que les gens voient juste les abonnés, mais en fait, il y a d'autres métriques qui sont importantes. Et le taux d'engagement, par exemple, a été très important à ce stade-là. Et du coup, sur cette communauté qui est en ligne, enfin, là, tu parles de la communauté en ligne, mais on a vu récemment, enfin, pas que récemment d'ailleurs, que tu as transformé cette communauté également d'un point de vue physique. Alors, le but aujourd'hui de cette discussion, c'est pas forcément de faire une interview, mais on voulait, enfin moi personnellement, je voulais profiter du fait que vous soyez là tous les deux pour parler de cet événement qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris. Historique, monsieur. Historique. Allez voir la vidéo. C'est ça. Philippe est dans la voiture. C'est un événement historique. À Versailles, comme a dit Duplex, où l'Afrique a été partagée, l'Afrique a été réunie par Philippe ici présent. Si tu te hype, qui va te hyper? Non mais historique, c'est Zélat qui est Christian qui a dit ça en plus. C'est Christian qui a dit ça. Ça lui ressemble fort. Ça lui ressemble. Non, c'est historique. Mais du coup, parce que la communauté, c'est vraiment un point, enfin tu as utilisé ce mot, c'est un point important. Tu l'as dit au tout départ, tu faisais des événements quand même avec 30, 40 personnes. Et aujourd'hui, on dépasse les 1000, 1500 personnes. Et moi, personnellement, je pense vraiment que le mot communauté, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment au cœur de tout ce que je réfléchis, tout ce que j'entreprends. Je me dis, dans ce que j'entreprends, est-ce que je vais pouvoir mobiliser une communauté? Parce qu'en fait, finalement, notre rêve, c'est d'impacter le monde. Mais on a pensé en grandissant qu'impacter le monde, ça veut dire impacter les milliards de personnes. Mais en fait, impacter une communauté pour que celle-ci impacte aussi sa communauté, c'est ça en fait. Changer le monde. Donc du coup, voilà, moi j'ai vraiment hâte de vous me parler de ça. Mais en parlant de communauté, Telegram, là, ça en est où? C'est sorti, je t'ai envoyé le lien, on va pousser aux gens en bas maintenant, donc commentez si vous voulez être dans notre groupe Telegram. Explique pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode, parce que c'est une toute nouveauté, c'est que comme Philippe, on aimerait vraiment avoir une communauté et que ce podcast soit l'occasion pour les gens de partager et que ce ne soit pas juste nos décisions qui le façonnent, notamment quels extraits choisir, quels sujets on devrait aborder, qu'est-ce qu'on doit creuser, exactement, qui est invité, comment on doit creuser, etc. Donc on s'est proposé de faire un groupe Telegram. Pourquoi Telegram plutôt que WhatsApp? Parce que vous savez, 50 groupes WhatsApp, j'imagine, comme tout le monde, et c'est fatigant.
Telegram a l'avantage, contrairement à WhatsApp, que quand vous le rejoignez, en fait, vous avez accès à tout ce qui s'est dit avant de le rejoindre. Première chose. Et deuxième chose, je pense qu'en termes de modération, c'est beaucoup mieux que Telegram parce qu'en fait, au-delà du contrôle de ce que les gens disent, les gens peuvent corriger quand ils ont écrit. Contrairement à WhatsApp où tu as écrit, il faut supprimer, réécrire, blabla. Et donc l'idée, c'est aussi que ce soit un endroit à part de WhatsApp, qui est la vie perso un peu mélangée avec pro de tout le monde, que ceux qui veulent rejoindre cette communauté, on puisse se retrouver sur Telegram. Donc commentez si vous voulez rejoindre cette communauté-là. Voilà, il faut follow aussi. Hein. Voilà, c'est important. Back to Africa. Voilà. Moi, j'ai vu les images. Bon, après, pour revoir la conférence, il faut payer. Il y a un lien de replay ou bien? Bien sûr. Il faut payer, mais Il faudra nous dire mettre le lien de replay en bas. C'était historique. C'est on va ça. se tourner vers Moulay. Moulay, partage ton expérience sans la pression de... Non, il y en a quelle pression? De celui qui t'a Amené. le billet d'avion, Qui m'a- payé l'hôtel. C'est ça qui m'a amené. T'es pas obligé de dire du bien. C'est ça. Non, franchement, Tout quand il est là. non, mais lui-même, il sait si jamais. En plus, si j'avais quelque chose à dire, je lui aurais dit avant, il n'y a pas de problème. Non, vraiment. En plus, non, franchement, je sais même pas quoi dire. En fait, comme je dis, le historique, je le vois, parce que j'ai fait beaucoup de conférences à mon petit niveau. Et là, c'était pas une conférence. Ce que je retiens, moi, c'est que déjà, la première chose, je pense que l'effet d'avoir autant de gens, parce que 1500 personnes, les gens ne se rendent pas compte, mais allez voir les images, c'est très rare. Moi, j'ai jamais été dans une pièce. J'ai fait, par exemple, la NHA, où il y a beaucoup de personnes aussi, mais chacun... Natural Hair Academy. Natural Hair Academy, pour ceux qui ne connaissent pas en France, il y a beaucoup de monde, je crois que c'est pareil. Mais c'est plus des stands. C'est des stands, donc les gens circulent. Mais avoir 1500 personnes concentrées sur toi et Assis du matin, ouais. du matin au soir, parce qu'ils sont venus tôt, et je pense que, comme tu dis, je ne sais pas si c'est parce que les gens ont payé, mais par exemple, c'est la première fois que je fais une conférence où personne ne discute à côté. Oui. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ce Oui. truc-là. Ouais. Tu sais, les gens ne sont pas en mode, ils sont là en train de papoter, nanana, non. Il n'y a aucun moment où tu as besoin de dire aux gens, concentrez-vous. Aucun. Alors, je ne sais pas si c'est la qualité des intervenants, peut-être, qui fait ça, mais les gens étaient concentrés à un niveau que je n'ai pas vu depuis... Même à l'école, j'ai jamais vu ça. Vraiment. Et je ne sais pas si c'est la sélection des gens, le fait qu'ils aient payé, ou l'ambiance globale qui était folle. Ça, c'est pour moi un gros premier effet qui après amplifie tout le reste. Parce que tout le reste, c'est que, bon, les gens n'en ont pas parlé, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'on a eu déjà le dîner avant, la veille. Ça, c'est les insights. C'est les insights. Les gens, une grosse différence. ça fait une grosse différence. Et je pense que ce type d'événement, ouais. Parle-en, parce que quand tu dis le dîner, les gens ne savent pas du tout de quoi tu parles. Oui, on a eu un dîner avant. Ils sont venus le samedi, toi tu parles d'un dîner avant. Je te jure. Non, il y a eu un dîner. Alors, il y a eu un dîner après où les gens pouvaient être payés pour assister, qui était aussi très sympa au demeurant. Ouais. Vraiment bien sur la scène, tout ça, c'était cool. Mais avant, donc la veille, Philippe a fait l'effort de nous réunir, tous les intervenants, et qu'on ait un dîner casual entre nous pour discuter et apprendre à se connaître. Et ce qui est super passionnant dans ce genre de choses, c'est que je pense que ça se ressent après dans l'ambiance de groupe qu'on a. Le lendemain. Bien sûr. Le lendemain. Donc il y a tout ce travail dont les gens ne parlent pas, mais qui pour moi était aussi, en tant qu'intervenant, ça a eu beaucoup de valeur. Genre je suis sorti du dîner, donc Philippe m'a accompagné, et j'avais du mal à dormir. T'as raccompagné avec quelle voiture? Le Vélard. Le Vélard, monsieur. C'est une parenthèse, on ferme la parenthèse. On ferme la continue. parenthèse, On continue. s'il vous plaît. Donc voilà, continuons. Donc, mais l'expérience était, pour moi, déjà ça c'était une expérience. C'est-à-dire que j'aurais pu m'arrêter là et ne même pas faire la conférence, ne pas être payé, rien du tout. Moi j'étais déjà gaze. Mais je pense, Philippe, tu as tout compris. Je pense que c'est vraiment ça. C'est que ces personnes-là viennent pour donner, Ouais. mais il faut aussi qu'elles reçoivent. Et donc, effectivement, Ouais. il faut que les intervenants, je pense, Mais- créent également leur communauté à leur niveau. Mais oui, tonton Bertin notamment, qui a été pour moi le coup de cœur. Genre, je vous invite tous à aller regarder la vidéo sur Bertin Chofo. Finalement, tu l'as regardé? Bien sûr. Je t'ai dit le soir même, je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré, il était 1h et quelques, j'étais fatigué, j'ai dit non, je vais regarder la vidéo là, je peux pas. J'ai regardé. Et en fait, je peux pas dormir après, j'ai envie de taffer. Ouais. Je fais un petit peu de mail. Tu as envie de faire quelque chose. Donc Ouais. c'est cet effet-là que je trouve qui était fou. Et bon, à la conférence, écoute, moi ce que je dis à Philippe, bon, c'est clair que c'est un grand merci. Au-delà du... Alors il y a un côté qui moi m'a un peu gêné, mais qui est nouveau pour moi, c'est... j'ai réalisé en fait que pour la première fois, j'ai eu l'impression en tout cas que les gens étaient plus intéressés par moi que par Anka ou Africrea. Oui. Ce qui est différent d'habitude où je fais une conférence, je parle de ce qu'on fait et puis voilà, quand j'ai fini, on me pose des questions sur je vais créer ma boutique, nanana. Mais c'est la première fois, Philippe, que je fais un événement où les gens veulent prendre des photos avec moi. Je ne sais pas pourquoi et jusqu'à maintenant, je ne comprends toujours pas pourquoi. Ça me dépasse. Mais est-ce que c'est pas justement la typologie de la communauté? Est-ce que tu es capable de dire si les personnes qui se déplacent, c'est plus des gens qui souhaitent se lancer, se sont déjà lancés,
Est-ce que tu... On a un peu de tout. On a un peu On de tout, ouais. a un peu de tout. Mais moi, ce que j'ai compris par tout ça, c'est que quand les gens prennent des photos, c'est aussi une manière de dire merci, en fait. C'est ça. C'est un genre, ils veulent garder ce moment qu'ils ont eu. En fait, merci. merci. Et ce moment-là, le truc, c'est que tous les gens vraiment se poussaient pour prendre des photos. Je me disais, mais les gars, genre, c'est moi, quoi. Genre, je suis pas Beyoncé, genre, je comprends pas. Mais tu vois, Philippe, je peux comprendre. Philippe, lui, tu avais une nuée de gens qui le suivaient jusqu'à la voiture. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, je comprends. Maureen, elle devait esquiver les gens, tu vois. Elle, c'était genre. Un exemple typique, Maureen, les gens ne posaient pas de questions. Les gens étaient juste là, photo, photo, photo. Moi, c'était un coup de questions, un coup photo, un coup question. Philippe, lui, c'est les deux. Tu as les gens qui lui courent à propos des questions, des gens qui veulent son numéro, des gens qui veulent lui parler d'un truc, des gens qui veulent des photos. Et pendant la conférence, on pouvait poser des questions? Oui. Ouais. Et on a même aménagé un moment à midi, on a fait l'effort de vraiment s'asseoir et que les gens puissent poser les questions à la chaîne et on répond. Tu avais des questions par personne. Donc vraiment, non. Franchement, les gens en ont eu pour leur argent. Enfin, moi, en tout cas, et c'est ouf pour moi parce que moi, ça me marque parce que c'est la première fois où j'ai eu le sentiment qu'en tant qu'entrepreneur, ma personne ou mon parcours avait de la valeur pour les gens. Très différent de l'expérience que tu peux avoir de quand tu as une conférence où tu racontes juste la construction du business. Et c'était vraiment intéressant. Bon, je pense que aussi Duplex a beaucoup aidé parce que lui aussi, il a quand même vraiment apporté une coloration complètement différente et Philippe a su vraiment amener les bons sujets. Donc, l'événement était historique, comme on a choisi comme terme officiel. Et bon, en plus, après, Philippe nous a eu. C'est-à-dire qu'à la fin, il nous fait venir devant tout le monde. Il était content, très fier de lui. Il nous engage, il nous dit: ah les gars, on veut faire un club. Je ne sais même pas quel club, je sais pas. Tu as dit oui seulement. J'ai dit oui seulement. J'ai dit Philippe, d'accord, ça, je vais faire. Je signe. Donc c'était vraiment, et c'est pour te dire l'envie que ça continue. Et puis moi, pareil, juste après qu'on ait fini, j'ai vu Kelly. Oui. Le secret de Loli. Ouais. Dans l'assemblée. Qui voulait te voir aussi. Qui est venu me voir et qui, du coup, quand je l'ai rencontré. Mais elle m'a dit ça la veille, hein, qu'elle voulait te rencontrer. Oui. Oh non, c'est si. Kelly. Elle est incroyable. En fait, genre, c'est l'une de mes, genre, pas idoles, mais. Enfin, il y a peu de boîtes. De ouf, non, mais là, moi, je dis souvent aux gens maintenant, c'est même pas inspire. J'aspire à être comme elle. Parce que inspirer, là, c'est trop, tu regardes, tu consommes et puis t'as fini. Genre, Kelly, vraiment, j'étais en mode, non, mais aujourd'hui, comment tu te sens? C'est quoi le truc qui te stresse aujourd'hui? Elle me dit: Moulay, je dors bien aujourd'hui. Je dis: oui, non, mais ok, ça. Elle me dit: non, mais je dors vraiment bien, tu sais pas à quel point. Ouais. Et là, je dis: ok. Donc, il y a des levels. Ça, c'est un autre. Voilà, non, mais tu vois, non, tu sens, non? Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre. Elle savoure, en fait. Ouais. Elle savoure. Et surtout, elle m'a embrouillé, tu vois. Par exemple, elle m'a fait un retour sur la conférence qui était justifié, tu vois. Par exemple, elle m'a dit: mais vous leur avez trop donné envie de lever des fonds. Vous leur avez trop vendu la levée de fonds comme c'est un truc cool. Ton niveau. À mon niveau. Ouais. Elle dit: toi et Duplex, ça vous écoutez. Oui, mais parce qu'à mon avis, comment monsieur a vendu le truc. Il est celui qui a levé le plus de fonds. Exactement. 7 millions. Et puis il transforme souvent en CFA pour que les gens. Ça te secoue le cerveau. Donc forcément, non, mais puis, elle disait, tu vois, par exemple, elle a raison, Kelly, elle a dit: mais les gens vont repartir avec encore l'impression que l'argent qu'on a levé a fini dans notre poche. Ouais. Mais ça, tu l'as précisé. Je l'ai dit, bien sûr. On l'a dit, mais elle a dit en fait, elle était vraiment en mode, il fallait faire un cours plus pédagogique sur, il y a du cash in dans la boîte, le cash out aux founders. Attention, quand tu prends de l'argent, ben, c'est l'argent des gens, donc il faut que tu rentres. J'ai dit: mais tout ça, je l'ai dit, Kelly. Elle me dit: non, mais ils n'ont pas retenu ça, je te garantis qu'ils n'ont pas retenu. J'ai dit: Kelly, tu as raison. C'est pas faux. J'ai dit: c'est possible. J'ai dit: Kelly, pardon. Après, c'est peut-être pas ça le focus. Le focus pour moi, c'est ça que vous expliquez aux gens. Ce qui est préalable à une levée de fonds. Exactement. En fait, les gens ont beaucoup de fantasmes. Exactement. De fantasmes par rapport à la levée de fonds. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était de leur faire comprendre que la levée de fonds devient évidente quand tu as bâti des choses dans la Exactement. Parce qu'en fait, l'investisseur, il va te demander qu'est-ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce qui justifie qu'il te mette de l'argent. Tu ne lèves pas avec des slides. C'est ça. Et c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que justement, moi, j'ai vu des investisseurs plusieurs fois, j'ai donné l'anecdote. Et c'était clairement pas évident quand on écoute ce que tu as dit. Exactement. D'où le point que je dis: allez voir le replay si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, tu vois, même les side events à côté. Donc pour moi, rencontrer Kelly, tu vois, parler avec elle. Et j'ai envie, tu vois, de la reparler. Moi, j'aimerais bien qu'un jour qu'on l'invite si on fait des éditions genre à distance. Parce que elle, en entrepreneur, c'est. Alors, mais Kelly était déjà avec moi, mon invité, il y a 2 événements. Événement, oui. Il y a 2, pas le premier. Le premier, c'était 30 personnes. Allez, pas Kelly à 30 personnes. Quand même. Non, mais elle était avec une. Oui, avec plus de 300 personnes, voilà, c'était Kelly. Exactement. Oui. Et elle est, je ne lui ai peut-être pas encore dit, mais elle est. J'ai invité des gens qui ont fait des
Mais elle est très, et ça moi j'aime beaucoup parce que j'ai un esprit très rationnel. Incroyable. Elle est très rationnelle. Tellement. Mais tu m'as donné son contact il y a quelques mois et donc j'échange de temps en temps. Sérieux? Quel, ouais, Et toi, tu as percé, hein? Mais Tu tchatches avec Kelly. mais non, mais c'est dans l'idée justement. Première entrepreneur noire d'Europe. Oui. Clairement. Il a dit de France, C'est d'Europe. Non mais d'Europe. Non mais tu peux y aller. Enfin, personne fait ce qu'elle fait. Enfin, c'est à ce level. Enfin, Kelly. Enfin, c'est et surtout Solo, oui. Solo avec genre tous les problèmes qu'on sait. Et puis elle a gardé beaucoup d'humilité. C'est pas quelqu'un. Mais oui, elle est cool. Tu vois, genre, tu sais, on a fini de parler. Elle m'a dit non mais toi, tu devrais. Tiens, follow ce compte Insta, tu connais Amazon de drop, tu devrais faire ça. Tiens. Alors, juste peut-être en 30 secondes, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas Kelly et qui veulent aller. Oui, Kelly Massol, Les secrets de Loli, c'est une très belle histoire. Kelly Massol, c'est une dame qui a commencé, comme elle aime bien le rappeler, c'est vrai, dans sa cuisine, avec un budget de 1500 €, qui était fonctionnaire à l'époque. C'était important de voir un peu le background aussi. Et qui aujourd'hui a bâti une marque qui vaut plus de 10 millions d'euros en valorisation. Beaucoup plus. Ouais, vraiment. Voilà. Si tu veux communiquer, non, je communique pas. Mais c'est énorme. C'est énorme ce qu'elle a fait. Et comme il le dit en partant de. Ouais, qui est la une de Challenge, qui est distribuée à Monoprix. Oui. Et aujourd'hui, elle est en train de justement. Elle a levé des fonds pour l'internationalisation de sa marque aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, elle va aller, je crois, en Amérique. Je crois qu'elle va aller peut-être au Canada. Ouais, elle va faire l'Europe, après je pense Canada, etc. L'Europe, Canada, et après, je pense qu'il y a toujours l'idée derrière d'arriver forcément en Afrique pour promouvoir ses produits. Alors, elle fait des produits capillaires. Exactement. Pour les cheveux crépus et bouclés. Pour des cheveux crépus et bouclés. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès et qui est très, très transparente sur sa réussite, sur ses chiffres. Et qui n'hésite pas à partager, à communier avec les gens. Parce que donc Philippe a fait 2-3 interviews avec elle. Oui, plus d'interviews avec elle, oui. Donc allez voir, parce qu'il y a vraiment... On doit en faire une autre d'ailleurs, et c'est un peu moi qui traîne là-dessus, mais il faut qu'on parle maintenant de l'après, parce que... maintenant elle a fini le money game. Je savais déjà qu'elle était en process de lever des fonds. Maintenant qu'elle a levé, qu'est-ce que ça change? Elle, ça veut pas de lever. Alors vraiment, comme je dis, il y a des levels dans lever. Ouais, elle, c'est autre chose. Elle, les gens se battaient pour être dans sa boîte. Genre, faut aller voir, faut aller faire. Donc bon, tout ça pour dire, l'événement était ouf. Super, mais avant de conclure sur l'événement, toi, qu'as-tu pensé de la prestation de M. Moulay? Déjà, je veux dire quelque chose. Il n'est pas parti me faire honte là-bas. Toi, j'ai failli dire que tu es accro au foot. Peut-être plus maintenant, mais je ne sais pas si toi tu suis le foot. Enfin, pas vraiment, mais lui, toujours. Lui, il y a eu un match de foot, là où un journaliste avait dit, c'était le fameux match Barcelone-Bayern, je crois que c'était demi-finale de Ligue des Champions, là où Lionel Messi... a dribblé Boateng. Il dribble Boateng qui tombe comme un sac de patates. Comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi. Et il marque derrière. Et le journaliste avait dit une phrase que je retiens, ce que je disais, quand on était au stade, on avait l'impression qu'on venait d'assister à quelque chose d'historique. Quand au stade, et c'est un peu le sentiment que moi j'ai eu pendant la conférence. Sérieux? On était en train de... Et c'est tout ce que tu as décrit là qui fait ce moment. C'est-à-dire que c'est le début de quelque chose, je crois, de plus grand qui va se faire derrière. Mais là, je pense que cette édition-là a marqué quand même... J'ai le sentiment que au sortir de là, il y allait y avoir un avant et un après. Pour tout le monde. Pour tout le monde, ça c'est sûr. Pour investir au pays, pour les participants, pour tous ceux qui veulent capitaliser de chaque événement, tu vois. On se demande souvent, oui, mais comme tu dis, vous consommez YouTube, vous allez aux conférences, mais concrètement, à quoi ça sert? Mais en fait, pour savoir si un événement sert à quelque chose, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai été différent après l'événement? Et quand l'organisateur a cette idée que tu as de faire en sorte que les gens soient transformés, effectivement, on peut c'est incroyable, hein, tu sais. Moi, un truc même qu'il faut que je dise, tu sais, j'ai une amie qui était là, Angèle, qui m'a accompagné, qui a filmé avec mon téléphone. Moana, exactement, Angèle, qui est aussi une ancienne, une vétérane. Angèle Diary, exactement, que tu connais sur Angie Diary, qui fait aussi du branding, du coaching, donc n'hésitez pas, qui était là et qui du coup devait me filmer, tu vois, qui devait filmer ce qui s'était dit et tout.
Et ce qui m'a choqué aussi, de Pour ton TikTok. pour mon TikTok, C'est un Moulay fan de Talk. TikTok. Alors, Toujours. fais la pub en même temps. Moulay Talk, n'hésitez pas, c'est là où vous me Il trouvez. veut devenir un grand influenceur TikTok. C'est ça. C'est le- C'est moi. Donc du coup, et elle est censée filmer. Et ce qui est marrant, c'est que Angie, donc je la connais depuis 2015, je crois. Donc avant même que Africa, quand même 2014, je pense. Donc c'était vraiment au tout début, elle était là. Donc tout ce que j'ai raconté ce jour-là, c'était pas genre, elle l'entendait pas pour la première fois, elle était là. Sauf que malgré tout, la Go ne filmait plus. Ouais. À un moment, elle était juste partie. Donc à un moment, j'ai fait, mais. Genre, remets. Et quand j'ai fini, elle est venue me voir. Elle me dit, non, Moulay, ce que tu as fait là, c'est incroyable. Je dis, comment ça? Je dis, mais toi, tu dis ça, tout ce que j'ai dit là, il n'y a rien que j'ai dit, où tu n'es pas. Tu étais là, tu as vécu le truc. Elle me dit, non, mais comment tu le racontes? C'était incroyable. J'ai dit, mais de quoi en fait? Mais c'est là où les Américains sont forts. C'est-à-dire que les Américains, eux, ils font ce travail de se poser et dire, OK, maintenant, ça fait 5-6 ans que je fais ça, je vais raconter l'histoire de ça. Toi, tu t'en rends pas compte parce que tu es dedans. Mais si tu te poses pour réfléchir à ce que tu as fait de mieux dans ta carrière et que tu le racontes, tu vas... Enfin, toi-même, tu vas être surpris, en fait, tu vois. Ouais. Enfin, mais... Ça me donne quelqu'un qui était là, elle était là avec moi quoi. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu peut dire il est. C'est pas pareil, c'est pas pareil C'est au ça. jour le jour ou quand tu fais un bilan. C'est comme par exemple, tu vois, si on reprend l'analogie du foot, Ouais. un joueur que tu aimes bien et tout ça, tu dis non, lui il est bon, il fait une bonne carrière, année après année, tu dis ce joueur je l'aime bien. Mais à un moment on se pose et on voit son palmarès, puis tu es étonné, tu dis ah ouais, il a gagné tout ça, c'est tu vois, vrai. parce que Ouais. pendant tu le vois, vis, quoi. Voilà, Ouais. tu le vis. Il y a un Donc, moment pour vivre l'histoire, puis un moment pour la raconter, tu vois. Et Je vois. les Américains, ils sont très bons pour faire Faire ce les truc, deux, tu ouais, vois. ouais. Ah, Philippe aussi, hein. Parce que Philippe nous a fait raconter là. Du coup, c'est ce que je voulais dire. Je pense que comme tu dis, ce temps, c'est peut-être ça là après. Moi, j'étais en mode, oui, je vais peut-être faire un TikTok vite fait. Mais après ça, j'ai dit non. Mais... Et regarde, j'ai mis une vidéo qui a été filmée à l'arrache comme ça. Avec mes petits 50 abonnés, ça a fait 6000 vues. Donc tu vois, c'est quand même quelque Mais chose. ça démontre qu'il y avait un très très gros. Alors, c'est comme tous Ouais. les événements, il y avait un très gros engouement derrière cet événement. Ouais. Et il y avait beaucoup d'attentes. Parce que vu comment les gens ont énormément réagi derrière, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en mode allez faire. Et allez voir. Et on va voir. On va voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut votre Oh, truc. oh, oh. Et du coup, comme la vague qui est sortie de là était extrêmement positive, c'est pour ça que je suis convaincu que le prochain événement va le remplir. Oui, c'est le prochain. Ça va être le carton. Ouais, on est à quoi 4000 places. Et d'ailleurs, on a eu la salle la semaine dernière, c'est confirmé. Allez. On exclut. T'annonces dans le podcast exclu. Donc ce sera le 30 septembre, le week-end, parce que du coup on passe à 2 jours. 2 jours. Patate. Ouais, donc du coup on passe à 2 jours, le 30 septembre et le 1er octobre, au Palais des Congrès de Paris, De maillot. à Porte-Maillot. Porte-maillot. Oui, non, mais oui. Monsieur. Ah oui, là, c'est. On privatise, monsieur, l'espace. Bloque le coin. Va gâter le coin. Tout le palais. On Soyez parle là-bas. déjà de 2024 Bercy. Tu donnes pas l'exclu encore. Faudra couper. J'ai dévoilé l'exclu. Il a dit l'exclu. Merci. Et puis quand tu arrives au Stade de France, tu appelles Fali pour faire la première partie, tu vois. Là, tu vas remplir la salle cadeau. On va dire après Kofi Olomide, Fali, Poupa, voici Philippe. C'est bon. Non, mais c'est du beau, c'est fort. Moi, je suis un gros. Je crois beaucoup aux événements, Ouais. malgré tout ce qu'on dit. Je pense vraiment qu'un bon événement peut avoir un impact sur la vie de personnes, quoi. Comme un bon contenu peut avoir l'impact. Ouais. Donc voilà, ça c'est top. Les gars, Ce on va sont passer. ce sont des carrefours, ce sont des moments de rencontre. Parce que du coup, j'ai pas dit, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Moulay, depuis le début, parce que quand je l'ai contacté pour qu'il intervienne, il a toujours été très, très open sur l'idée d'être avec nous, d'être dans l'événement. Et ce que j'aime bien chez lui, comme chez beaucoup de personnes d'ailleurs qui étaient dans le panel, c'est que c'est quelqu'un qui ne stresse pas. Tu vois, il y a des gens qui stressent. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut... Et c'est ce que j'ai aimé chez Moulay, c'est son côté peace en fait. C'est-à-dire, mais après, je m'y attendais quand même. Parce que quand c'était avec lui rapidement, moi, je l'avais perçu. C'est un bon orateur. Et il est très très bien structuré. Les gens ont fait des retours que tu n'imagines pas sur votre panel avec. Sérieux? Ah oui, il y a des gens pour qui c'était le. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu as fait ça l'après-midi? Et Pourquoi tu n'as pas fait ça le matin? quand il était frais. Ouais.
Il dit, tu vois quoi, tu pas inversé les ordres. Le premier panel pour cet après-midi. Il faut laisser les gens. Parce qu'en fait, nous, on a essayé de faire ça différemment. Si vous remarquez bien, le matin, on a eu beaucoup de storytelling. Bien sûr. On a eu Tion Yang qui a parlé de son histoire. Toi. Pourquoi il fait ce qu'il fait. Ouais. Et on a eu le panel avec Bertin, Du lourd. Maureen et China. Et même Bertin, son passage le matin, c'était du storytelling. Bien sûr. C'était pas le. Et puis je me suis dit, on va laisser les gens qui vont avoir ce côté inspirationnel le matin. Et l'après-midi, on va prendre un truc beaucoup plus technique. Donc du coup. Et moi, j'avais en fait peur même pour ce panel. Parce que je me disais, Ça va être trop compliqué. est-ce que les gens vont comprendre et est-ce que les gens vont apprécier? Parce que du coup, on est vraiment entré dans un truc assez technique. C'est quoi une start-up? Comment ça fonctionne? Oui, mais Étape par j'ai étape. envie de dire, à un moment donné, enfin, peur, pas peur. On est aussi là pour. Enfin, tu mets un certain niveau. C'est-à-dire que. Ouais. Ce qu'il a Tu vois, fait. il y a toujours le choix de j'ai l'impression que ma communauté est là, donc je vais me mettre là. Ouais, Bien, nivellement tu par dis le là, bas, mais ouais. venez. Venez. Tu vois. Donc à un Faites moment l'effort. donné, c'est ça. Il faut que les J'ai gens fassent rencontré un l'effort. monsieur à l'aéroport. Je revenais, on est revenu quand même le même jour. Oui, on revenait Mardi, je crois, Ouais. après la conférence, Mardi, on revenait. Et j'ai rencontré plusieurs personnes dans l'avion. Beaucoup de gens le savent, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Afrique pour suivre l'événement à Paris. Soit, c'est bon ça. J'ai rencontré un monsieur, un entrepreneur ivoirien, qui était, pour le coup, il me dit, j'étais là samedi, je sais, Tu sais, merci. je peux pas savoir, mais quel mille et quel, je peux pas. C'est pas compliqué. Ok, d'accord, enchanté. Il me dit, et pareil, tout de suite, il me dit, franchement, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'après-midi sur les startups. C'est un mec qui est ici, qui fait des centaines de millions de francs. Lui, il a apprécié notre affaire. Il me dit, je savais pas ce que c'était qu'une startup. Pour moi, start-up, c'est tout projet qui démarrait. C'est bien. Start-up, c'est le début. Et je me suis rendu compte, moi qui disais partout que j'avais une start-up, que j'avais pas de start-up, non, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est ça. Et j'étais dans une PME, mais c'est très bien. Et du coup, maintenant, il commence à voir maintenant si dans son business, il n'y a pas un modèle qui peut va créer vers la start-up. Et ça, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est le nivellement par le haut, fait qu'au final, je me rends compte que, en fait, les gens aiment quand même aussi repartir avec le truc de. En fait, je ne savais pas du tout ça avant d'y aller, tu vois. Autant l'histoire l'inspire, autant le côté, je ne savais pas du tout ça et je suis reparti avec vraiment de la connaissance en plus. Et donc, je pense qu'on va davantage promouvoir ce côté aussi dans les événements. On assume le fait de dire qu'on va vous éduquer sur quelque chose pendant c'est Non, ça. ils en auront eu pour leur argent. Il n'y a pas à. C'est-à-dire que rien qu'écouter tonton Bertin raconter ce qu'il est dans l'histoire, même moi, je trouve que c'est bien que nous, entre gens qui essayons de faire bouger les choses, qu'on ait des occasions comme ça de, comme tu dis, Kai, il y a un moment pour faire, un moment pour raconter. Et là, tu as vraiment fait quelque chose qui nous a, moi, ça m'a donné de l'envie de raconter plus, ou en tout cas aussi bien. Dans le cadre qu'on a eu là, tu sais, c'est pas comme aller, juste les trucs que j'ai fait, des conférences, où même s'il y a 50, 100 personnes, en fait, personne n'est vraiment là. Tout le monde regarde son téléphone, tout le monde est ailleurs. Donc ce cadre était précieux. Et donc j'espère que dans le podcast, on va réussir à refaire ça, les gars, parce que bon, il faut aussi que... Ça, c'était une actu du moment. Maintenant, il faut qu'on arrive dans d'autres actus, qu'on aide les gens à voir le monde différemment. Non, c'est clair. Je pense que l'actu, c'est un vrai sujet. Bon, là, il y avait votre actu chaude, mais c'est vrai que dans ce podcast, Philippe, je sais que tu me suis, te remercie. Oh, ça, un commentaire pressurisant. Ouais, mes Il a dit commentaires, j'ai Constance. mis épinglé. Il a dit Constance, épinglé. Épinglé. Il a dit Constance. Mais ouais, en fait, c'est dit que justement, dans cette idée de nivellement vers le haut, c'est également essayer d'inspirer la communauté à s'intéresser à l'actualité. Parce que l'actualité a un impact sur nos économies et peut avoir un impact sur la manière dont on va anticiper notre business. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai une idée pour un prochain thème. Je pense que ce serait bien, en plus en tant que créateur de contenu, de se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un événement comme celui-là, justement, ou même comment tu fais pour dupliquer la réussite que tu as dedans, qu'est-ce qui a fait que ça marche autant? C'est quoi les ingrédients qui ont fait que les gens viennent et soient autant marqués? Satisfait. Parce que, en fait, au final, ce sont des éléments bien précis. C'est pas comme quand tu manges un bon plat, il y a Mais une petite épice là. bien qui a fait la sûr, différence. on fait le travail. Et je pense que si tu analyses bien ce genre de choses, tu finis par trouver la clé du succès. Tu dupliques maintenant dans d'autres choses. Mais oui. Mais attends, lui en plus bientôt, t'inquiète pas, prochain épisode, là, on va te ramener. Il y aura Adicom bientôt aussi. Ah oui, en plus. Lui aussi, il va venir faire sa grande messe. et je peux te dire, en plus, on fait venir les gens du Nigeria. Hein. Ouais, pression. Et même discuter avec eux sur l'organisation, ça te met aussi une certaine pression parce qu'ils
sont habitués effectivement à des niveaux des événements d'un certain niveau. Même, comme tu dis, la manière d'inviter les gens, la manière de les rassurer sur le fait qu'ils sont pris en charge, d'éviter toute ambiguïté dès le départ, de prévoir des side events, super important. Et en fait, après, les gens, ils se disent, waouh, mais ils ne se rendent pas compte effectivement que c'est plein de petits détails. Et toi, tu sais exactement pourquoi chaque personne est venue. C'est pas juste tu assembles des noms et puis voilà. Mais tu parlais des recettes pour faire un bon plat. Il y en a un qui a de très bonnes recettes pour faire de bonnes entreprises. Un chef. J'aimerais que vous applaudissiez pour ma transition. C'est pas évident. Mais tu n'es pas un joueur de foot de haut niveau pour rien. Kaindoula, monsieur. On passe la défense à l'attaque. Donc je vais parler d'Elon Musk, mesdames et messieurs, qui fait l'actualité avec... à lui tout seul. Ouais, à lui tout seul. Avec son rachat, non-rachat, bon, j'ai rien compris. De Twitter. Finalement, il en est le boss, c'est ça? Il est non seulement le propriétaire, mais aussi il s'est mis CEO. Il a viré le CEO, le CFO et tout le monde. Maintenant, il dirige la boîte. Donc, il dirige 3 boîtes cotées en bourse. Bon, il va retirer Twitter. Il veut retirer Twitter, justement. Mais c'est-à-dire que la taille de la boîte est telle qu'on se dit... Oui. Est-ce qu'il pourra? Et puis surtout... C'est déjà quand il a fait Tesla et SpaceX, les gens étaient scandalisés déjà. Ça fait une histoire. Juste, Moulay, je pense que les gens connaissent Elon Musk, nom, le buzz, etc. Mais est-ce que tu peux... redonner un peu court parcours. Son parcours pour qu'on se rende compte. Elon Musk, le frère. Le frère d'Elon Musk. Le frère Elon Musk. Le frère Elon Musk. Mais oui, c'est un Africain, les gars. Donc on peut le réclamer. Parce qu'il est sud-africain. C'est la base. Vous serez au courant que quand il aura des problèmes. Exactement. Tu verras, the South African entrepreneur. Exactement, ils vont dire ça. Bon, nous, on le clame quand ça se passe aussi. Donc, c'est un des nôtres. Donc, il a grandi en Afrique du Sud, en plus, voilà. Il est né, il a grandi. Il est né et grandi là-bas. Grosse particularité, quand même, c'est que le gars était un techos d'un certain niveau qui, à 15 ans, a vendu son premier jeu. Donc, tu vois, le gars, c'est pas non plus pour le planquin lambda qui est juste tricotique. Mais surtout, sa première aventure entrepreneuriale que peu de gens connaissent, c'est qu'il a créé une start-up en Silicon Valley qui était un peu, je ne sais pas si vous connaissez Foursquare aujourd'hui, qui est une start-up qui permet à chaque lieu de donner la vie, etc. Parce que Google Maps a aujourd'hui complètement phagocyté, mais à l'époque, c'est une start-up qu'il a créée qui s'appelait Zip2, je me souviens bien. Et donc celle-là, il l'a faite, au bout de 3-4 ans, il l'a vendue. Donc premier succès entrepreneurial, il a vendu, je crois que c'était quelques centaines de millions d'euros. Non, même pas. Je crois que c'était 50 millions d'euros, dollars à l'époque. Et donc, tu as une vidéo de lui où dès qu'il l'a vendu, il s'est acheté une voiture, là, qu'il a destroy le lendemain. Enfin, bref. Et après ça, il s'est mis en tête, bon, qu'est-ce que je fais après? Donc, il est arrivé au niveau de dire, je vais faire un truc qui soit significatif. Donc, la boîte d'après, elle a commencé comme étant X.com, qui était un système de paiement. Et c'est devenu... après le rachat et la fusion avec une boîte que vous connaissez tous aujourd'hui, qui s'appelle PayPal. Donc il a été considéré qu'il est l'un des cofondateurs de PayPal, parce que PayPal au début était fait par Peter Thiel et compagnie, donc plein de gars de la mafia PayPal, parce qu'en gros, dans PayPal, il faut le savoir, et c'est pour ça que je dis que c'est un gros exemple pour beaucoup d'entrepreneurs, tu avais donc Peter Thiel, qui est celui qui est l'investisseur, le premier investisseur de Facebook, qui est aujourd'hui le gars qui a créé Palantir, etc. Mais tu avais Reid Hoffman, qui est celui qui a créé LinkedIn. Tu avais donc Elon Musk qui a créé donc Tesla, SpaceX. Tu avais Elad Gil, qui est celui qui était le premier actionnaire aujourd'hui de Square et qui est aussi l'un des actionnaires principaux d'Airbnb. Enfin, c'est-à-dire que tous ces gars-là, ils ont percé, quoi. Tous. C'est-à-dire que tu as une photo d'ailleurs d'eux qui est très connue où tu les vois tous. Ils ont juste posé les membres de l'équipe et les gens ont mis à côté les logos de ceux qui sont maintenant. Donc ça, c'est la deuxième aventure PayPal. Deuxième aventure. PayPal, il en sort dans les pleurs et les cris parce qu'on le sort de PayPal. Et juste préciser, là, on est à la fin des années 90. Et ouais, c'est début 2000, exactement. Début 2000. Début 2000, on le sort de PayPal parce que lui, il était vraiment très, très tech. Donc lui, il voulait vraiment que PayPal reste absolument, notamment, parce que j'ai lu le livre vraiment en détail, lui était concentré sur le fait que PayPal reste quelque chose de très, très free. Donc économiquement libre, donc pas lié à des banques. Pas du tout lié à eBay, par exemple, qui était le gros sujet, ce qui a fait la croissance de PayPal, c'est comment c'était le mode de paiement par défaut de eBay. Et lui, il n'était pas du tout là-dedans. Lui, il voulait vraiment faire quelque chose de complètement indépendant et pas du tout lié à
le système actuel d'économie, etc. Il veut vraiment faire une nouvelle monnaie. Lui, c'était limite des cryptocurrencies. Si vous le connaissez, vous savez qu'en plus maintenant, il est encore dedans. Il a fond dedans. Donc depuis l'époque, il est dans ça en fait. C'est pas nouveau pour lui. Peter Thiel était aussi comme ça au début dans PayPal, mais pour des raisons pragmatiques de levée de fonds, Peter Thiel est revenu sur, écoute, c'est ce qui marche, on va rester sur un truc qui fonctionne. Donc après PayPal, il sort de là. Bon, là, il est sorti quand même avec un bon chèque. Centaines de millions. Là, on est dans les centaines de millions. Donc là, bon chèque. il réinvestit tout. C'est ça, non? Exactement. Tout. Ça, c'est là où il a une paire de couilles même sérieuses, ce monsieur, parce que ça va aller, pas faire une boîte, mais 2. Donc, il lance en même temps SpaceX, donc pour permettre à la race humaine d'aller sur d'autres planètes, c'est ça la mission, et Tesla pour réinventer l'automobile. Et au départ, Tesla, c'était juste un investissement. Il n'a pas lancé en début avec le CEO. Il s'est dit, je vais investir dans Tesla et je suis CEO de SpaceX. Sauf que Tesla, ça l'a passionné tellement qu'il a fini par devenir CEO de Tesla et SpaceX. Et qu'il s'est retrouvé à un moment dans son histoire, il y a beaucoup de vidéos dessus, vous pouvez trouver, où il raconte le moment où aucune des deux marchait suffisamment pour être indépendante financièrement. Oui. Il ne pouvait pas lever non plus, parce qu'il n'avait pas des chiffres assez bons. Tesla n'avait pas sorti encore sa première voiture. SpaceX n'avait jamais réussi encore son premier vol et retour. Donc, il a un peu d'argent, le gaillard, quand même. Il lui reste, je crois qu'il raconte, il lui restait 50 millions. Et chacune des boîtes avait besoin de 40 millions. Donc, ou il en tue une et il sauve l'autre, en mettant toute sa thune dessus, ou il abandonne. Et lui, il a choisi de faire le truc improbable il a mis tout son argent sur les 2. Et de gérer les 2 en même temps. Et il a eu beaucoup de chance, parce que dans son livre, dans sa biographie, les gens te racontent que, je crois, à 3 mois près, il était mort. Parce qu'en fait, le lancement de SpaceX qui a fait le premier retour et revenu du Falcon, s'il avait loupé ça, il aurait été bankrupt là. Et Tesla, il n'aurait même pas pu payer les salaires des gens pour pouvoir continuer jusqu'à la sortie de la première, le modèle S. Non, même pas le modèle S. Toi, il t'inspire quoi, Elon Musk? Elon Musk? Tu te suis de près ou... Oui, ou de près, peut-être pas à ce niveau-là, ouais, mais c'est quelqu'un... depuis que je suis sud-africain, oui, j'ai commencé à suivre. Ah là, mon frère. Parce qu'on ne le dit jamais, on dit toujours l'américain. L'américain, exactement. Non, je trouve que c'est un génie. C'est un génie absolu. Comme beaucoup de génies incompris. C'est ce que j'allais demander. Génie ou génie incompris. Je suis d'accord avec lui sur tout. Avec Kanye West, d'ailleurs. Ah oui, forcément. Entre eux, le même genre, ouais. Non, pour moi, ce sont des mecs qui justement, moi, me challenge beaucoup à titre personnel. Parce que justement, le parcours qu'il a démontre que on s'est mis beaucoup de limites, en fait. Ce qui est bien avec ce mec, c'est que dans chacune des aventures, ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui... Eric Asseguet, que j'étais vu une fois, avait dit l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui regarde le monde, voit là où va le monde, va se positionner là-bas le premier et vous attend. Et ça, c'est typiquement ce que ce mec fait depuis toujours. C'est-à-dire, tu vas voir que la plupart des projets sur lesquels il est, c'est des projets dans lesquels il se dit, mais ça va être quoi les prochains gros enjeux? Il faut être là. Et il faut être là, et il s'arrange à prendre une bonne part du gâteau. Ouais. Là, aujourd'hui, avec d'avoir la voiture électrique, ça semble évident. Oui. Mais quand tu vois... Par quoi il est passé? Par quoi il est passé? Il y a combien d'années il a mis de l'argent dedans? Parce que j'ai appris qu'à une époque, il suppliait même les gens de venir mettre de l'argent dedans. Et personne ne voulait. Google a refusé. Bien sûr. Tous les mecs ont refusé de mettre de l'argent dedans. Personne ne voulait parce qu'il n'avait pas réussi à prouver qu'on peut faire un modèle from scratch. Tout le monde lui avait dit non, il faut que tu fasses comme les automobilistes qui... En fait, tous les automobilistes fonctionnent tous ensemble. Mercedes, Audi, etc. En fait, ils ont tous des factories communes. Lui, il est le premier à avoir dit non, si on veut faire une voiture électrique, il faut reprendre depuis zéro tout le modèle. Toute la construction, la chaîne. Ce qui est extrêmement risqué. Personne n'a fait ça depuis Ford. Mais avant d'entrer dans ces business, moi, je veux qu'on discute un peu du personnage. Ouais, du personnage. Parce que moi, bon, forcément, moi, j'ai pas lu de sa bio, mais je suis un peu ses actualités. Ce côté un peu, on va dire... Enfin, c'est rare quand même des entrepreneurs de ce niveau qui sont un peu dans la pop culture. Ouais. Qui sont dans la pop culture, qui tweetent, qui trollent. Qui se moquent, qui rigolent. Et en fait, je me dis, ok, quelle est d'un côté, parfois je me dis sa mission, sa vision, c'est quelque chose, c'est de l'ego, c'est de montrer à quel point je suis en avance intellectuellement, peut-être. Ou est-ce que c'est vraiment en fait cette volonté de
je veux bousculer les règles parce que je suis persuadé qu'on peut avoir un monde meilleur avec... et je suis toujours pris entre ces deux trucs. Et du coup, j'ai appris quelque chose avec ce que tu dis sur la raison pour laquelle il a laissé PayPal, à savoir que le fait que PayPal faisait des partenariats avec des banques le gênait. Ouais. Donc, ça me rassure, entre guillemets, sur le fait que, Oui, oui. au fond, lui, il est convaincu. Ah non, clairement. Ce côté un peu... Missionnaire. Ouais, voilà, j'ai une mission, etc. Ouais, non, c'est ça. semble vrai, mais c'est difficile à apprécier. À apprécier. Ben, Donc, tu sais, et c'est un truc intéressant parce que souvent, les gens, d'ailleurs, les CEO, tu sais, souvent dans les startups, il y a une classe entre missionnaire et mercenaire. C'est un peu deux grandes écoles. Ouais, soit tu as vraiment une mission, Voilà. soit tu es là pour les sous. Soit tu es là pour le deal. Tu vois l'opportunité, tu te dis, je suis dedans, et je sors. Quick and easy, boum, je suis sorti. Lui, c'est un missionnaire à tous les niveaux parce qu'en fait, à chaque fois, tu reconnais un missionnaire dans un truc, c'est quand ses plus grandes erreurs, comme ses plus grands succès, sont des choses qu'il aurait pu avoir des gains plus faciles ailleurs. En fait, c'est qu'à tous les niveaux, ce mec, il aurait pu faire beaucoup de choses plus facilement. Oui. Sur tellement de choses, Ouais. si c'était juste le gain. Tu vois, c'était juste le gain, il n'avait pas besoin de se mettre dans des problèmes comme il se met. Ouais, mais Tu vois, ça même peut Twitter, être- ça Twitter peut c'est être le l'ego meilleur aussi. Non, mais Twitter, je pense pas que ce soit l'ego parce que Twitter, il avait un tel pouvoir sur Twitter, déjà en étant lui-même sur Twitter, avant Twitter, tu vois, il était d'abord actionnaire au début. Le fait qu'il ait racheté, c'est quand il a vu que les gens ne faisaient pas ce qu'il fallait. Ça lui a créé, selon lui, mais ça lui a créé plus de problèmes que. Oui, parce qu'aujourd'hui, il s'est fait beaucoup d'ennemis avec ce rachat. Cette histoire. Le gars s'est retrouvé à la base, il avait juste prévu de racheter 20% pour contrôler le board et dire au moins Twitter fait un effort sur le produit, parce que lui c'était le produit qui l'énervait. Le fait qu'il y ait autant de bots, que Twitter manque l'opportunité d'être vraiment le média principal, etc. Il était concentré là-dessus, mais quand il a vu en fait la gestion qu'il y avait en face et à quel point c'était massif, il a pris le risque, surtout quand il a dit de dire je vais la privatiser entièrement, parce qu'il dit on ne peut pas faire le changement qui doit être fait en même temps être sur les marchés. Oui. C'est ça le point principal de toute cette histoire. Toi qui te poses la question de il l'achète, il l'achète pas, c'est parce qu'en fait, il n'avait pas le choix s'il voulait que Twitter devienne privé, qu'il ne soit plus soumis à la pression des marchés, de chaque quarter essayer de montrer qu'on sait faire un peu de pub. Tu vois, lui, il veut plus ça en fait, il veut vraiment pas ça. Et le gars, il faut quand même se rendre compte, ok, il est très riche, mais là encore une fois, il faut se rendre compte, Twitter, il a quand même mis 40 milliards, sa valo totale à lui, 44. non, 44, pardon. Tu veux dire 4, ça peut changer de vie quand même. 4 milliards, ça change des vies. Je suis désolé. 44 On milliards. parle en dollars. On parle en milliards de dollars, pas en CFA, comme on dit. 44 milliards de dollars. Enfin, sa fortune à lui, il a quand même mis un tiers. De son patrimoine. C'est-à-dire que c'est même pas l'argent qu'il en cache. Donc c'est quand même un risque significatif qu'il n'avait pas besoin de faire pour son ego. C'est-à-dire que son ego, une fois qu'il était le board majoritaire, ça suffisait. Se mettre dans les problèmes de dire je vais une société qui est aussi visible, devoir dire je vais être CEO de ce truc-là, franchement, ça peut pas être de l'ego. Parce qu'en fait, c'est trop de problèmes pour. En fait, les gens vont pas l'aimer plus que ça ou le respecter plus. Il est déjà le CEO de Tesla et SpaceX. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas plus de respect que le CEO de Twitter. Par contre, le niveau de problème qui Après, s'est- je dis pas que l'ego, quand j'utilise le terme ego, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ah non, je suis d'accord. Mais ça peut être aussi un moteur, tu vois. Oui. Et franchement, les décisions qu'il prend, bon, enfin, je sais pas. C'est le côté où après, lui, on en parle parce que c'est peut-être plus visible, mais on a plein de manias, que ce soit européens ou américains, qui ont des groupes médias immenses, Ouais. tu vois. Mais finalement, c'est quoi? C'est en fait s'acquérir un certain pouvoir, Ouais. finalement. Je suis d'accord. Tu vois, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand tu es le propriétaire de Twitter, encore plus que ça soit SpaceX ou Tesla, tu as un pouvoir qui est similaire à... Un président d'un pays. Quoi. oui, un président d'un pays, en fait, Bah finalement. oui, si tu regardes la taille des abonnés Twitter, c'est un pays. C'est ça. Et un grand pays. Un grand pays, une grande nation. Je tairai les noms de certains pays, mais Oh il a plus d'influence que beaucoup de présidents. Et là où tu as raison, c'est que tu vois, quand il a concrétisé le rachat, son premier tweet après, tu sais c'est quoi? Il allait dire, bon ben, The bird is free again. the bird is free again, voilà. Et après, il a dit, ah ben ça va être l'occasion de créer enfin la super appli X. Les gens qui ne le connaissent pas, ça parce que c'est ce dont je t'ai parlé au début. Lui, au début, il voulait voir PayPal comme une super app où tu allais gérer ta voiture, ton loyer, ta banque, tout. Donc lui, en fait, il est en train de dire Twitter va me servir de base
pour réaliser un rêve que j'ai depuis encore. Tu vois, donc c'est pas du tout, il n'est pas du tout dans le game. Twitter va me servir parce que les gens lui prêtent beaucoup l'agenda de dire il veut mettre en avant les cryptocurrencies parce que lui il en gagne, parce qu'il est dedans, ou il veut contrôler Twitter pour faire pousser un narratif woke. Parce que tu sais, les gens lui reprochent beaucoup dans sa vie perso, par exemple, que il a eu un enfant avec une employée et qu'il a des enfants avec, je crois, il a des enfants avec 4 femmes différentes, 5 enfants avec 4 femmes différentes, et il est très connu par exemple aussi parce que c'est le gars qui dit pourquoi vous achetez des maisons. Tu vois, il comprend pas. Il n'a pas de maison lui, tu vois. Il est au bureau où il dort chez des potes. Tu vois, c'est très. Donc les gens associent ça à son ego en mode. Comment est-ce qu'il gagne des sous? Parce qu'on vient de dire qu'il est contre tout ce qui est bourse. Ouais. Il est contre la pub. Donc voilà, c'était les deux principales sources de revenus de Twitter. Non, je pense pas qu'il va démonétiser la plateforme. Non, lui ce qu'il veut, c'est que Twitter devienne ce que Twitter aurait pu être. Lui, il est un grand défendeur du modèle de subscription. Lui, il dit, si Twitter a assez de valeur, les créateurs de contenu vont payer pour... Tu vois, les fonctions de Twitter aujourd'hui, de Twitter à Twitter Blue, je sais pas si tu es au courant. Tu as un truc Twitter où tu peux avoir ta propre communauté, tu as des super followers qui ont des contenus avant, un peu comme... Ça s'approche de ce que YouTube a fait, mais par exemple, lui, il était vénère que Twitter ait loupé le coche du podcast. En disant, vous devriez avoir défoncé Spotify il y a longtemps. Bon, ils se sont rattrapés avec les Spaces. En Clubhouse. Ouais, en défonçant Clubhouse. Mais lui, c'est ça son point. Lui, il dit, parce que pour lui, la valeur de Twitter, c'est ça. C'est être le premier sur l'info et le premier sur la pertinence. Donc lui, par exemple, il est notoirement connu parce que les gens lui demandent, est-ce que tu vas autoriser enfin qu'on fasse plus de 140 caractères? Tu sais, maintenant, Twitter, tu peux faire beaucoup plus, tu peux faire des 180 même. 180. Et lui, il était en mode, non, on devrait rester short pour pousser à de la qualité. Lui, son combat, c'est les marchés vont te pousser à faire du volume. Lui, il préfère qu'il y ait moins d'abonnés sur Twitter, qu'il y ait moins de gens qui utilisent Twitter, mais que ce soit de plus grosse qualité. Mais alors, quand tu dis un modèle de subscription, c'est-à-dire? Les gens payent un abonnement. Mais les gens qui... Non. Créateurs de contenu? Ouais. Lui, ça, sa vision. C'est de se dire, tu vas pouvoir monétiser ton audience Par Twitter. contre, ceux qui vont voir ne payent pas. Voilà. Lui, ça, sa vision. Lui, en fait, tu sais, Facebook, il y a 2 grands modèles quand tu crées. C'est comme WhatsApp. Avant que Facebook rachète WhatsApp, WhatsApp faisait payer 1 euro par an aux gens. Ah ouais. Tu te souviens? Pas beaucoup de gens étaient au courant, mais tu faisais payer 1 euro. Oui. C'est vrai, j'avais oublié ça. Tu avais oublié ça avant que Facebook les rachète. Parce qu'eux aussi, ils avaient dit, on monétisera suffisamment avec ça pour ne jamais avoir besoin de marcher, de lever des fonds. C'est pas notre plan en fait. Lui, son plan, c'est, lui, c'est un mec de produit. Tesla, il a toujours dit, il a essayé 2 fois d'ailleurs de ramener Tesla privé. 2 fois, il voulait les sortir du marché, mais il n'a pas réussi parce qu'il n'avait pas assez d'argent lui-même, vu que ça avait partie de sa fortune et là-bas. Il est intéressé. Oui, il ne peut pas. Il a essayé de ramener avec les Saoudiens pour ramener Tesla en privé parce qu'il veut sortir des marchés. Parce qu'il est convaincu que les marchés le poussent à faire des décisions court terme. Maintenant, d'un point de vue purement managérial. Il est dur. Mais c'est ça, mais comment tu fais Pour gérer 3 boîtes comme ça. Voilà. Les gens lui ont posé beaucoup la question. C'est pas 3 boîtes comme ça. Enfin, quand on dit boîtes là. 3 multinationales. Non, c'est même multinationales et. 3 unicorns. Ouais, il a dit qu'il va réduire du personnel sur Twitter. Là. Ouais, déjà. Il y a trop de gens. Oui, mais d'accord, mais au-delà de ça, c'est en fait, moi je déjà pour mettre en place une stratégie, développer, etc. Une boîte. Comment est-ce qu'il fait pour les 3? Parce que il n'est pas non plus. Donc là, tu nous amènes de notre thème. Sur La diversification. La diversification. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voulait vraiment parler de ça parce que. Comment il fait? À la base, oui, c'est le thème. On a pris beaucoup de temps pour parler de l'actu. Mais le thème, c'est. En invitant Philippe, on s'est dit. Il va falloir qu'on lui pose la question. Parce que, oui, comment tu fais? Il a décrit toutes ces structures. Effectivement, on parlait d'Elon Musk. Mais voilà, chacun à notre niveau. On a tous 24 heures. On a tous 7 jours. Dans une semaine. Voilà. Donc tu confirmes, tu n'as pas une technique. Là. Mais tu dors pas beaucoup, tu as dit. Toi, tu triches. Oui, c'est vrai, je dors pas beaucoup. Enfin, c'est relatif ça aussi. Mais ah bon? Quand j'ai besoin de dormir, je dors. Et donc, mais de manière générale, je regarde, je dors pas beaucoup. Moi, les entrepreneurs qui, de manière générale, multiplient les entreprises, je me demande, je sais qu'on n'est pas à court d'idées. Il y a des idées. C'est pas l'envie le problème. C'est pas l'envie le problème. Le problème, c'est, on en a parlé la dernière fois, c'est les ressources humaines. C'est comment est-ce que tu fais en sorte que tes équipes arrivent à déployer ta vision sans que
la relecture, le repassage, le management soit trop chronophage pour toi. Donc comment ne pas exploser en plein vol, quoi. Ouais. Mais déjà, en fait, je pense que le besoin de se diversifier, c'est un besoin que toutes les entreprises ressentent à un moment ou à un autre. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous appelez diversification? Je pense que vous mettez la diversification uniquement comme la diversification extérieure. C'est-à-dire que j'ai mon business de poulet et puis je décide de faire l'automobile. Pourquoi il va faire l'automobile? Mais il y a une diversification intérieure aussi qui veut que dans un même secteur d'activité, Pour la chaîne. Ça, c'est encore autre chose. C'est de la diversification aussi. Oui, non, ça c'est vrai. Ça, on le voit. Ça encore. C'est comme lui fait ça. Oui, tu vois, tu es OK, groupe de com, maintenant tu fais de la production, après tu fais de l'influence, après tu fais. C'est de la diversification. Mais tu prends les métiers quand on parle de qui poulet, intègrent voiture, on est sur immobilier, deux choses etc. totalement différentes. Même toi, monsieur, tu as immobilier dedans. Mais déjà, est-ce que tes structures sont toutes séparées? Aujourd'hui, j'ai une logique de structure par pays. En fait, pour refaire simple, parce que d'où c'est venu. La diversification, ce n'était pas forcément le truc vers lequel je vais. Moi, je vais vers une vision, en fait. C'est la vision qui pousse. Qui amène la diversification. C'est pas pour moi aussi, c'est pas de dire je dois avoir 15 boîtes ou. Ah, ça c'est important. C'est parce que important, beaucoup de gens le font pour ça. Non. En disant il faut que je sois sur plusieurs business. Non, c'est pas mon objectif du tout. C'est pas du tout ton objectif. Intéressant. L'objectif, il est simple. C'est investir au pays, dans la cohérence d'investir au pays. Ça doit être une boîte qui forme et accompagne les gens à lancer des business en Afrique. C'est le business model de base. Donc c'est ta mission, d'accord. Je forme et j'accompagne les porteurs de projets ou des investisseurs à s'implanter en Afrique. Pour pouvoir être crédible là-dedans, il faut que toi-même tu puisses te lancer en Afrique. D'accord. Donc en fait, quand tu le fais, tu es même dans l'apprentissage. Pour diffuser aux gens. Pour pouvoir démontrer un peu que quand je vous dis que je peux vous accompagner, c'est parce que je sais de quoi je parle. Parce que j'ai une entreprise qui fait ci et qui permet d'avoir tel type de résultat. Donc c'est pas décorrélé d'investir au pays pour Pas du tout. Pour moi, ce sont des bras armés d'investir au pays. C'est-à-dire que, et puis la logique derrière, c'est de dire, quand tu rentres en Afrique, les gens fondamentalement veulent faire deux choses. Ils veulent construire, ils veulent faire de l'agriculture. Si tu prends les gens de la diaspora, je pense que tu fais un sondage, plus de 70% des gens vont se retrouver là-dedans. C'est sûr. Agriculture et construire. Justement, quelqu'un me demandait récemment pourquoi l'agriculture a autant le vent en poupe. Alors, pas le pourquoi économique, parce que... On voit tous que c'est l'opportunité est là. Mais c'est comment on peut expliquer que les gens qui n'ont aucune connaissance sur ce sujet-là veulent en fait s'y mettre et essayent de comprendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un monde dans les autres continents, enfin spécialement en Europe, où c'est de génération en génération, les gens sont agriculteurs, etc. Chez nous, tu as des fonctionnaires qui deviennent agriculteurs, des cadres qui deviennent agriculteurs. En fait, tu as tout le monde en fait, qui devient agriculteur. Donc, plutôt que le pourquoi, c'est comment est-ce que ce secteur-là, comment est-ce que toutes ces personnes arrivent finalement à réussir là-dedans. Là, je parle du cas où les gens ne se font pas accompagner. Alors, première chose, c'est que tout le monde ne réussit pas dedans. Très peu de personnes réussissent dedans. Beaucoup de gens tentent. Ah voilà, ça c'est important de le dire. Très peu de personnes. C'est comme les startups, tout le monde tente, c'est pas autant que tu réussis. Très peu de personnes réussissent dans l'agriculture. Et quand je parle de réussir, je parle d'être rentable. Faire de l'argent. Voilà, faire de l'argent. En fait, c'est comme l'époque de la ruée vers l'or, quoi. Beaucoup y vont. Ouais. Mais maintenant, pourquoi il y a cet enthousiasme vis-à-vis de l'agriculture? Parce qu'il faut savoir que dans nos pays, l'agriculture a un côté, dans l'esprit des gens, facile. Oui, parce qu'ils se disent, les gens non éduqués arrivent à le faire, voilà. donc moi je devrais pouvoir y arriver. C'est ça la réalité. Les gens ne le disent pas à haute voix parce que ça fait méprisant. 70% des personnes, on dit quand tu prends la force de travail dans beaucoup de pays africains, plus de 70% travaillent dans l'agriculture. 70%. Quand on prend la chaîne de valeur agricole. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, de près ou de loin, a grandi avec quelqu'un qui faisait de l'agriculture. Un oncle, une tante, un grand-père. Tout le monde, quasiment, en Afrique, a quelqu'un dans sa famille qui a fait ce truc-là. Et donc, tu as forcément grandi soit avec des bêtes à la maison. Donc, on a un rapport à l'agriculture qu'on n'a pas en Occident. En Occident, il y a des gens qui n'ont jamais. Anecdote. Pour la première fois, moi j'ai vu des Blancs, quand on leur a servi un poisson braisé dans un restaurant africain, ils ont vu la tête d'un poisson. Oui, il y a des gens qui n'ont jamais vu la tête d'un poisson. La tête d'un poisson. C'est vrai qu'en Europe, c'est pas servi comme ça, c'est vrai. Beaucoup n'ont pas vu la tête d'un poulet.
Ils savent pas. Ils savent pas. Nous, on a grandi dans des Ni endroits le dans lesquels cou, on arrête ni le poulet. le cou. Ni le cou. Ils n'ont jamais mangé le cou du poulet. Le croupion, les vrais trucs. Et nous, on a grandi dans des endroits où il y a des poulets partout. On attrape le poulet, on les gorge à la maison, Sec. le sang gicle partout. Tous les enfants, quasiment. Oui. Même quand tu n'as pas le poulet à la maison, les parents préfèrent acheter le poulet vivant au marché, le ramener à la maison et Coupé là. En claque. à la maison. Donc, on a un rapport à l'animal, Bien un sûr. rapport À la culture. à la culture, à la terre qui fait que on a le sentiment que c'est accessible. C'est accessible. L'Amérique latine est un peu comme ça, c'est vrai. Voilà. Donc il y a ce rapport à la terre qui fait que, du coup, même quand quelqu'un est en Occident et qu'il pense à faire un projet, il te dit tout de suite, on a des terrains au village Un des terrains là-bas. sur lesquels on ne fait rien, pourquoi pas faire un projet agricole? Donc je pense que tout ça fait que beaucoup de gens se lancent en agriculture, mais comme on dit, l'agriculture ne ment pas. Tu vois? La terre ne ment pas. La hein. terre ne ment pas. Et si tu viens vers la terre pour mentir, la terre va te traiter. Simple. Et donc, du coup, on est dans je pense que la proportion des personnes qui réussissent des projets agricoles sont peut-être de moins de 2%. Oui, c'est comme une entreprise, en fait, au final. Parce qu'en fait, quand tu te lances vraiment dans l'agriculture, tu te rends compte qu'en fait, ce truc-là, c'est pas du jeu, en fait. C'est pas juste je plante et ça pousse. Ça ne pousse pas, en fait. C'est ça. Et surtout les Pendant qu'il animaux. pousse, les mauvaises herbes poussent autour. Tu Voilà. as toujours quelqu'un dans ton entourage pour te donner un conseil, genre tu devrais faire ci, ça. Et surtout, moi, ça m'intrigue, mais du coup, quand on parle d'agriculture, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de diversification. Est-ce qu'au départ, tu t'es dit, je veux me diversifier? Quand tu as commencé l'agriculture, quand tu as commencé à investir au pays, est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais, je vais faire plusieurs industries? Non. Quand j'ai commencé. Ah, ok. Non, Ça, pas c'est- du tout. Pas du tout. En fait, c'est important parce que je pense que beaucoup de gens. C'est venu avec C'est venu avec ta connaissance Totalement, du du terrain. business, Ok. de trucs. Ok. Par exemple, quand je vis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire, je ne fais pas d'agriculture en Côte d'Ivoire. Pour Oui, le moment. pour le moment. Je fais du transport. Pourquoi je fais du transport? Faut Alors pas qu'il y a de la place pour faire l'agriculture en Côte d'Ivoire. Je vois que beaucoup de nourriture qu'on Bien achète sûr. ici viennent des pays étrangers, limitrophes, voisins, même les fruits viennent du Maroc, tout ça. Donc il y a de la place, Il y a de la place, à prendre dans ce secteur-là. Mais ce que j'ai voulu aussi montrer aux gens, c'est que moi j'ai mis sur pied une méthode. Une méthode qui permet de réussir le Back to Africa. Une méthode dans laquelle j'ai créé un concept qui permet à quiconque veut rentrer en Afrique, s'il applique cette méthode, d'abord de déterminer dans quel secteur se lancer. Et quand j'ai mis en œuvre cette méthode-là par rapport à la Côte d'Ivoire, le secteur du transport s'est démarqué comme étant un des secteurs dans lesquels il y avait quelque chose à faire. Et donc, en venant investir dans le transport ici, alors ce que je suis aussi en train de vouloir démontrer, c'est que ma méthode Marche, oui. Toi, en Parce fait. que instinctivement, je me Ah, souviens, oui. tu étais plus sur du location courte durée Airbnb. Ce genre de choses. Et après, tu as J'ai switché. shifté suite à l'analyse, en fait. Tout à fait. Donc c'est ta propre méthode en fait qui guide ta Tu diversification. peux nous parler un peu de cette méthode? Oui, alors moi je considère que, alors, pour tous ceux qui étaient à la formation de Paris, En plus, j'allais dire, parce que j'ai dit, tu peux nous parler un peu de la méthode. Fais gaffe, il va falloir Regarde, qu'il paye. Ça, c'est payant, Ça, ce qu'il c'est va dire. payant. là. Mais lui-même n'a pas perdu le nom. Il va jamais laisser. Il va jamais Il a dit, laisser. oui, bien sûr. Et puis, Attends. non, ce que je vais simplement dire, c'est que ce que je vais développer maintenant est beaucoup plus structuré dans une formation qu'on a créée qui s'appelle Back to Africa. le lien. Les liens seront dans le club. Allez, vous allez. Pourquoi? Parce que tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas à quoi on t'avait demandé de t'engager. Oui, c'est ça. C'est que dans le cadre de ce programme-là, c'est un programme dans lequel on a une formation que j'ai créée, mais on a un accompagnement double. On a un premier accompagnement avec des coachs, des formateurs entrepreneuriaux Bien sûr. que j'ai recrutés. Ah, et bien. on a un deuxième volet dans lequel on invite toutes les 2 semaines un guest. Ah, nice. Ok. Et donc, dans le cadre des guests, tous les deux d'ailleurs, vous êtes invités. Bien sûr. On vous enverra les dates en fonction de votre planning de ministre Ah, bah. pour savoir quand est-ce que vous serez disponible pour pouvoir échanger avec la classe Très bien. sur des thématiques qu'on aura définies ensemble. Nice. Et donc, dans le cadre donc, de cette méthode-là, moi j'ai créé une méthode qui permet de pouvoir se dire, si j'étais Dangote, comment je ferais pour lancer un business? Si tu avais des ressources illimitées. Voilà, si j'étais Aliko Dangote, comment je ferais pour lancer un business? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la première erreur que les gens font quand il faut se lancer dans un business, c'est de ne pas savoir saisir les bonnes opportunités. D'accord. Les gens lancent des business comme on se lance dans l'agriculture. En fait, en fonction de leurs envies, pas en fonction des opportunités. Envie même, c'est trop dire. On voit que telle a telle voiture au quartier. Ah non, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est souvent ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que même à Abidjan, tu le vois, boulangerie,
Pharmacie. nettoyage auto. Ouais. Il y en a trop. Dès que ça marche, Partout, c'est tout le monde le fait. C'est versé. Non, mais c'est un très bon point que tu donnes là. Les gens, la motivation initiale entrepreneuriale et le choix de l'industrie est sur des instincts bas, mais c'est pas de l'analyse. Non, pas du tout, il n'y a pas d'analyse. Les gens ne font aucune analyse. Et donc, ce que moi j'ai essayé de développer, c'est une méthode d'analyse. Ouais, exactement. Comment j'analyse? Et moi, je pars du macro au micro. J'analyse le pays, j'analyse le secteur, j'analyse les principaux indicateurs en termes de croissance, d'inflation. Donc, il y a vraiment de démographie, Bien sûr. de qui est sur le marché, des niveaux de vie, d'âge de la population. Et derrière, j'ai des critères bien précis qui permettent de savoir que tel secteur permet de pouvoir... En fait, moi, je me suis dit, quand tu te lances dans un marché, il faut que tu puisses déterminer quelle est la profondeur du marché. Ouais. Parce que beaucoup de gens, quand on dit on se lance dans l'agriculture, dans l'élevage, ok d'accord, mais quelle est la profondeur du marché? La profondeur du marché, c'est la taille du gâteau. Parce que beaucoup de gens se lancent et après ils se rendent compte que la part pour laquelle on se bat, elle est ridicule. En fait. Ouais, Ouais. Mais c'est trop tard, tu es déjà... C'est ça. Et pourtant, moi j'aime bien l'analogie. Moi j'aime bien, chaque fois que je suis sur l'eau, je me demande toujours, c'est profond à quel point là-dedans. Exactement. Même quand tu vas à Sydney ou tu traverses la lagune, même quand je vois les ponts là, parce que il y a beaucoup de gens qui savent même pas, mais quand on fait un pont, les amis, le béton va toucher le sol. Hein. Le béton ne flotte pas. Ouais, bien sûr, il faut aller va jusqu'en bas. jusqu'au fond. Il va jusqu'où le marché? Parce qu'en fonction de la profondeur du marché, tu sais aussi, c'est une analyse que tu croises, profondeur, concurrence, ainsi de suite. Tu parviens à une notation qui te permet de savoir que, ok, là-dedans, je peux me lancer et en fait j'ai un boulevard. Ou pas, ouais. Ou pas. Ouais. Et c'est une décision que tu dois prendre en sachant où tu vas. Et donc, moi, ma méthode d'analyse permet de pouvoir, donc, de manière synthétique, aboutir à cette réponse-là. Dans quoi est-ce que je me lance? Et derrière, donc, est-ce que j'ai la possibilité là-dedans de créer quelque chose qui va me permettre de devenir un vrai leader continental, international demain? Bien. Et est-ce qu'il y a une part qui est liée à toi, tes compétences personnelles? Non, parce que... alors, quelqu'un dit tes compétences, tu veux des compétences techniques? Oui, dans chaque personne... Non, toi, tu ne tiens pas compte des compétences. Non, parce que je pars du principe que si Aliko Dangote ouvre en même temps, quasiment dans le même mois, une raffinerie, une usine d'engrais, les deux n'ont rien à voir ensemble, et qu'il fait de la transformation de la tomate, Ouais, mais alors bien évidemment, il faut arriver à ce niveau de moi, Dangote. je suis d'accord. j'avais suivi, excuse-moi de te couper, une interview de Dangote justement qui disait que, et je pense que c'était une question justement sur la diversification. Il disait que dans chacun des secteurs où il a quelqu'un Bien sûr. qu'il peut appeler à 5 heures du matin Bien sûr. et cette personne peut lui répondre, même en dormant, à la question sur le sujet. Obligatoire. Ah, ça, c'est un truc important. ça. On n'est Mais pas ça, arrivé à c'est ce un stade, truc, mais oui, mais... Comment je fais pour venir habiter en Côte d'Ivoire si je ne me suis pas assuré que... Parce qu'en fait, ça aussi, il faut le comprendre. Dans mon business model, la première entreprise qui nous a permis d'avoir vraiment de l'argent pour se diversifier, c'est investir au pays en France. Investir au pays en France, c'est une société de formation. Mais le business de la formation en France, c'est un business qui pèse des milliards d'euros. C'est un très très gros business. C'est vrai, parce qu'en plus, il est financé par l'État, il y a plein de choses. Et donc nous, quand on s'est lancé au début, on avait créé une seule société qui s'appelait Investir au pays, qui permet de faire des formations vis-à-vis de la diaspora dont on a parlé. Mais par la suite, justement, dans le but d'aller explorer les autres niches qu'on a dans ce même marché-là, De formation. on a créé une deuxième société qui s'appelle le Plein Potentiel, dans laquelle on forme maintenant les gens avec les aides de l'État. Et dans notre croissance, on va en créer probablement une troisième, parce que du coup, on veut avoir une formation diplômante.